On va donner la parole à différents syndicats agricoles. Alors moi, je suis François Parcy, je fais partie des Shifters 67. Et comme sur tous les créneaux qu'on a fait jusqu'à maintenant, comme on n'a pas eu de plénière, on va vous passer quelques petits messages juste en tout début, le temps que les gens s'asseyent. Alors je vais vous parler très rapidement des grosses actions qu'on a en cours en ce moment au niveau de l'association nationale. Parce que les Shifters, c'est une association nationale avec 30 000 membres. Nous, on est le groupe local 67, c'est pas la même chose. Alors, une des grosses actions structurantes du moment, qui a été lancée récemment, c'est la grande consultation des sports. Il y en a peut-être parmi vous qui ont suivi, du coup, que ce soit l'exposé d'Aline qui est ici sur le rapport sur l'agriculture, et donc ce qui a suivi donc la grande consultation des agriculteurs. Donc c'est une consultation, c'est un travail sociologique qui a été mené par le Shift Project auprès de la population d'agriculteurs. Celle-là, c'est la même, mais du coup, au niveau du sport. Donc, c'est un projet qui est assez fédérateur. On s'adresse vraiment au grand public. L'idée, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va pouvoir faire du sport en août 2050? L'objectif de cette grande consultation, c'est d'obtenir 30 000 réponses d'amateurs, de personnes comme vous et moi qui pratiquent du sport au quotidien ou pas, et de 2000 clubs de sport. Donc, de clubs de sport, ça peut être n'importe quel sport, peu importe. Et donc, on veut avoir les réponses de ces gens-là. Et les questions qu'on veut leur poser, c'est des questions sur les pratiques sportives et quels sont les besoins des clubs de sport, quels sont les besoins pour pratiquer le sport et quelles sont les idées de ces acteurs, que ce soit les amateurs ou les clubs, pour la transition. Alors, il y a déjà un rapport qui est sorti, qui est plutôt sur le sport professionnel, avec plein de recommandations qui sont très intéressantes, donc je vous recommande la lecture. Ici, c'est très complémentaire, c'est plus orienté dans le grand public. Alors, pour nous, en tant qu'association, c'est important parce que ça permet de se renseigner sur le terrain sur un sujet qu'on connaît pas ou peu, finalement. Et il me semble que personne connaît très bien, finalement, le lien entre le changement climatique et le sport. Et c'est aussi l'occasion pour nous, en tant qu'association, de toucher de nouveaux publics. Et du coup, pour nous, c'est un travail qui est extrêmement intéressant. Et du coup, venez nous aider à diffuser cette consultation. Vous avez ici le lien pour y répondre si vous le souhaitez. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre pour venir participer à cette diffusion. Ensuite, un autre projet structurant, je laisse juste le temps pour les gens qui sont en train de flasher, un autre projet qui est structurant en ce moment dans l'association. Alors ici, c'est un projet qui est très grand public, on comprend très bien de quoi ça parle. Je vais vous parler d'un projet qui est un peu plus technique, le projet Atlas 2050. Alors le projet Atlas 2050, c'est un projet qui est porté par le Shift Project, du coup, pas par les shifters, même s'ils y contribuent. Ici, c'est un travail d'analyse des ressources sur le territoire français. On analyse leur disponibilité localement, territoire par territoire, et on analyse les besoins territoire par territoire. Que ce soit pour des thématiques industrielles spécifiques au territoire ou pour différents enjeux territoriaux. Voilà, il y a des besoins qui sont différents selon les territoires. Et donc, on regarde 5 ressources qui sont listées ici. L'eau, les sols, la biomasse, le bois et l'énergie. Donc, c'est des ressources physiques. Et on regarde où sont les disponibilités, où sont les besoins pour anticiper les conflits d'usage dans le cadre du changement climatique. L'idée derrière tout ça, c'est un des maîtres mots au Shift Project, c'est la planification. Et donc, on essaye d'inciter au dialogue et à la coopération entre les acteurs pour que ça se passe le mieux possible à l'avenir. Un exemple très concret avant de passer au créneau. Donc, on est dans le Grand Est. Un exemple sur le Grand Est. On sait, c'est quelque chose qui est étudié aujourd'hui, qu'on va avoir un déficit structurel sur la filière bois dans le Grand Est à horizon 2030-50. C'est les dates. Moi, j'ai mis 2040. En raison, il y a différentes raisons à ça. C'est le report vers le bois énergie. En effet, on prône la décarbonation, disons la sortie des énergies fossiles. Et du coup, il y a un report qui se fait vers le bois. En plus de ça, on a des forêts qui sont endommagées par le changement climatique. On a une surexploitation. Et donc, ces différents effets font qu'on peut le prévoir. Et on aura un déficit en bois dans notre région d'ici quelques dizaines d'années. Et du coup, l'idée de ce travail-là, c'est de planifier ça et de prévoir, de prévoir avec les acteurs pour pouvoir prioriser les usages, pour pouvoir dire le bois qu'on a, il va falloir faire des arbitrages. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et le bois qui nous manque, comment est-ce qu'on va le trouver? On va voir avec les régions voisines ce qu'il est possible de faire. Donc voilà. Donc ça, c'est un deuxième projet qui s'appelle Atlas 2050 dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc là, on a donc 2 projets qui sont assez typique du travail des shifters et du shift. Donc des projets à la fois grand public pour aller sensibiliser tout le monde et des projets qui sont beaucoup plus techniques, qui sont très intéressants aussi.
Alors, on va pouvoir commencer le créneau, donc ce pourquoi vous êtes là. On a aujourd'hui du coup une discussion croisée entre différents syndicats agricoles. Donc, je sais qu'il y a déjà 3 parmi nos 4 intervenants qui sont présents, donc je vous invite à venir nous rejoindre. Donc, on a Monsieur Bach des jeunes agriculteurs, on a Monsieur Wagner de la Confédération paysanne. Bonjour. Et on a déjà Monsieur Fritsch de la coordination rurale 67 et Monsieur Metz de la FDSEA 67 va nous rejoindre un peu plus tard si j'ai bien compris. Alors, le format de ce créneau, c'est un format qui est un petit peu particulier. Donc, on a l'habitude de voir des débats, on a l'habitude de voir des échanges qui peuvent être assez houleux entre différents organismes, enfin, notamment entre syndicats. Et donc, le format qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un format qui est différent. C'est un format qui met l'accent sur, en fait, le fond et donc sur les positions des syndicats que vous représentez aujourd'hui. Merci d'ailleurs. Le format, ça va être que chacun d'entre vous va répondre aux mêmes questions successivement. Et comme l'idée, c'est de ne pas répondre, que les gens ne se répondent pas finalement, mais restent bien sur leur position à eux, du coup, on va demander, c'est un peu mal poli, mais c'est comme ça, aux différents intervenants, du coup, de quitter la salle pendant que les autres interviennent. Ils ont été prévenus, hein, on n'est pas en train de... donc l'idée, ça va être de poser les mêmes questions qui ont été prévues à l'avance. J'en suis désolé, je sais que c'est une partie qui est un peu frustrante pour le public. Il n'y a pas d'échange, du coup, pour rester dans cette même notion d'impartialité stricte. Il n'y a pas d'échange qui est prévu entre le public et les représentants des syndicats qui sont là aujourd'hui pendant le créneau. Évidemment, après, vous faites bien ce que vous voulez. Mais pour l'instant, voilà, donc on va s'en tenir à notre format et on va essayer de tenir ça. C'est aussi plus facile à organiser. Et du coup, on va commencer avec le premier créneau. Alors, l'ordre de passage, donc on va avoir d'abord les jeunes agriculteurs, donc Monsieur Bach. Ensuite, on aura la Confédération paysanne avec vous, Monsieur Wagner. Ensuite, on aura Monsieur Metz qui ne devrait pas tarder à arriver pour la FDSEA. Et finalement, la coordination rurale avec Monsieur Fritsch. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. Du coup, merci à vous deux et puis à tout de suite. À tout de suite. Merci. C'est du genre, on se met derrière. Nous, on dit qu'on reste tranquille. On avait prévu des règles, je suis désolé. Voilà, exactement. Il y a des cafés, il y a des poissons et des salades à disposition. Alors, du coup, chacun aura un quart d'heure. Donc, on va pouvoir commencer tout de suite. Et donc, la première question qu'on voulait poser... Alors, d'abord, je vais commencer par présenter, excusez-moi, le syndicat des jeunes agriculteurs. Donc, les jeunes agriculteurs, c'est un syndicat professionnel agricole qui a été fondé en 1957. Il représente les agriculteurs de moins de 38 ans, et pas 35, et défend leurs intérêts, notamment en matière d'installation et de transmission des exploitations. Donc, vous militez pour le renouvellement des générations en agriculture. Vous êtes présent dans chaque département et travaillez régulièrement avec la FNSEA. Vous organisez également des événements de promotion du métier, comme des foires ou des comices agricoles. On est bon. Super. Et donc, la première question que je voulais vous poser, c'est une question qui est assez générale. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi ressemble l'agriculture durable en 2050, selon votre syndicat ? Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, Augustin. En plus du contexte qui a été donné, moi, je suis agriculteur avec mon père à côté de Brumat, éleveur de vaches laitières, 400 vaches laitières, et on produit des céréales et de l'herbe pour nourrir tout notre troupeau. Effectivement, la vision qu'on a donc en 2050, dans tout le bordel actuel, malheureusement politique, en tant qu'agriculteur, on répond à des normes, à des critères. Il faut savoir où on veut aller. Parce que on répond aux normes européennes, on répond aux normes françaises. Donc déjà, il faut qu'on nous dise, de façon assez claire, où on aimerait nous emmener dans plusieurs années. Parce qu'effectivement, pour l'instant, c'est pas très très clair. Mais au-delà de ça, il faut tout d'abord que l'agriculture soit rémunératrice. Parce que c'est bien beau de produire des aliments et d'essayer d'être durable, si au final, chaque agriculteur ne gagne pas sa vie, on va nulle part. Et tout ça pour arriver au final vers ce qui nous concerne nous le plus, c'est le renouvellement des générations. Effectivement, notre syndicat, on va dire, on a une limite d'âge, et à 38 ans, on est trop vieux pour être chez les jeunes agriculteurs. Donc il faut malheureusement quitter nos rangs. Et voilà, notre leitmotiv, c'est vraiment de faire en sorte que des jeunes reprennent des fermes, donc que ce soit les fermes de nos parents, de la famille, mais aussi des personnes qui pour l'instant ne sont pas du milieu agricole, mais qui s'intéressent à notre beau métier
et qui viennent rejoindre nos rangs pour produire de la nourriture pour vous consommateurs. Et c'est effectivement ça, le mix entre savoir où on veut aller, la rémunération pour pouvoir vivre de notre métier et qui est toujours des agriculteurs actifs dans plusieurs années, puisque la pyramide des âges, on la connaît tous. On va dire il y a 2-3 ans, donc dans 8 ans, il y a environ 50% des agriculteurs au niveau national qui auront l'âge de prendre leur retraite. Ça fait du monde à renouveler. Merci. Alors, la deuxième question qu'on voulait poser, c'est la suivante. Comment concilier pérennité économique des exploitations agricoles et le développement durable? C'est un peu en relation avec ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est effectivement savoir où on va. Pérennité économique, c'est très important, surtout dans un monde où on est vraiment en concurrence avec les différents pays européens, voire même mondiaux. Et si on se bat pas avec les mêmes normes, avec les mêmes règles, il y a une distorsion de concurrence. Et au final, des produits qui sont produits avec des normes qui ne correspondent pas à ce qui se passe chez nous, moins chers, certains consommateurs les préfèrent, et donc c'est une concurrence déloyale. Ce qui fait qu'on a beau produire les meilleurs produits du monde, si personne ne les achète, on va nulle part. C'est pour ça qu'on milite pour une harmonisation des normes au niveau européen. On est pour l'Europe, ça c'est pas un souci. Et en Europe, il y a différentes choses qui se font. Si toute l'Europe produit une norme française, ça ne pose pas de souci. Mais juste qu'on soit tous au même niveau, qu'on parle tous le même langage et qu'on puisse faire les mêmes produits avec les mêmes coûts de production. Et après, par rapport à la durabilité, c'est aussi en partie grâce à vous, consommateurs, qu'on va y arriver ou non. Dans un magasin, donc les circuits courts, c'est une chose. Il y a les magasins, les grandes surfaces, il y a les restaurants d'entreprise et les restos. Si dans un magasin, il y a différents types de produits, donc bio, pas bio, conseil autre, si la grosse majorité regarde le prix dans son acte d'achat, on aura beau mettre en place toute la durabilité, mais si le prix fait que ce sont des produits qui sont non issus de l'Europe ou même de la France, on a beau être durable en France et faire des choses magnifiques, si personne ne les achète, pareil, là encore, il n'y a pas de rémunération et on n'ira nulle part. Donc, vous avez aussi toute votre place pour arriver à avoir une agriculture, je dirais, durable qui correspond à nos normes en faisant un acte d'achat fort, en privilégiant les produits français. S'ils sont alsaciens, c'est encore mieux. D'accord, merci pour cette réponse du coup sur la pérennité économique et le développement durable. Alors la troisième question qu'on voulait aborder, c'est la suivante. La SNBC, donc la stratégie nationale bas carbone, prévoit une réduction de la consommation de viande de l'ordre de 20% d'ici à 2050. Il y a d'autres scénarios d'autres scénarios prospectifs qui vont encore plus loin sur ce point. Comment est-ce que vous, en tant que syndicat et en tant que producteur de vaches, comment est-ce que vous vivez cet objectif et comment adapter l'élevage au changement de consommation à venir? Alors personnellement, moi qui suis éleveur, je le vis mal. Parce qu'effectivement, moi, j'aime les animaux, je me lève tous les matins, donc les vaches, j'ai un robot de traite, donc c'est plus moi qui traite, mais je m'occupe d'elles, et donc tous les jours, je suis à l'étable pour faire en sorte que tout se passe bien. Et là, on nous dit qu'il faudrait réduire l'élevage. Vous le savez tous, en France, on a des beaux paysages, on a du tourisme, tout se passe bien. Qui d'autre que les ruminants peuvent manger de l'herbe? Personne. Donc si l'élevage diminue, qu'est-ce qu'on va faire des prairies? La question est ouverte, on en discutera plus tard peut-être, mais il faut garder de l'élevage pour entretenir nos paysages, pour consommer l'herbe principalement, les céréales aussi, et surtout qu'on a une rigueur et une façon de faire en France qui est reconnue. On a été élu agriculture la plus durable au monde déjà actuellement, et donc l'élevage est primordial pour garder ne serait-ce que nos paysages. Après, surtout en Alsace et dans le reste de la France, l'élevage, c'est une sorte de diversification. On fait des céréales, mais on a des animaux aussi pour consommer ces cultures. Donc pour la résilience à tout ce qui est événements climatiques ou soucis X, Y, l'élevage, c'est aussi une source différente et qui permet d'être résilient par rapport aux éventuels soucis. Et dans un monde où beaucoup dépendent des énergies fossiles, engrais et ainsi de suite, l'élevage produit du fumier et du lisier. Donc c'est des engrais qu'on produit localement sur nos fermes, qu'on réutilise pour fertiliser nos cultures.
Là encore, sans élevage, pas d'engrais. Ben, il faudra acheter plus d'engrais à droite et à gauche. Donc là encore, c'est un cercle vertueux et qui a toute sa place en France, puisqu'encore une fois, en France, on n'a aucune ferme-usine. Il y a eu un grand débat sur la ferme des 1000 vaches qui n'a jamais atteint les 1000 vaches dans un département de France. Je pense que la plus grosse ferme laitière actuellement en France, elle fait peut-être, je sais pas, 600 animaux. Vous allez en Allemagne, vous allez dans d'autres pays européens, il y a des fermes à 3, 4, 10 000 vaches laitières. Dans le monde, j'en parle même pas, des élevages encore plus gros. Donc il n'y aura jamais ça chez nous. C'est pas le modèle français et c'est pas notre volonté, ni j'ai l'impression la volonté des Français. Donc l'élevage est primordial. Surtout qu'en plus maintenant, nos politiques voudraient signer donc le Mercosur, le traité de libre-échange avec le Brésil et les pays tout autour. Donc quelque part, on nous dit qu'il faudrait moins d'élevage chez nous. Par contre, avec ce traité, s'il est signé, c'est des milliers de tonnes de viande qui sont importées tous les ans. Donc d'un côté, on fait moins chez nous, mais on importe des choses où la viande qui n'a absolument pas les mêmes normes de production chez nous, qui sont faites avec des techniques qui sont interdites en Europe, en nous disant peut-être que, mais oui, mais tout ce qui va rentrer, on a la certitude que ça sera fait comme nous. Personne ne pourra aller au Brésil, dans notre pays, voir dans chaque ferme ce qui se fait pour être sûr que la viande qui sera importée chez nous répondra aux normes françaises. Donc c'est vraiment, ça n'a ni queue ni tête. D'un côté, certainement, il faut faire moins, mais de l'autre côté, on veut apporter plus. Donc là où on ne comprend pas, on parle souvent du bon sens paysan. Là, il n'y en a pas. Et comment adapter? Eh ben, moi, j'ai l'impression que c'est déjà pas mal, voire très bien ce qu'on fait actuellement. Donc, c'est plutôt la vision globale et si on veut faire moins, peut-être on n'importe plus, du moins plus en excès. Et on laisse faire les producteurs français en faisant en sorte que on puisse produire de façon le plus simple possible et surtout qu'on a derrière des consommateurs qui puissent acheter nos produits. D'accord, merci. Alors, quatrième question, on va parler de la santé des agriculteurs. Alors, les agriculteurs, on le sait, c'est ceux qui sont les premiers exposés au risque des produits phytosanitaires. Est-ce que il y a des demandes de vos adhérents pour modifier les pratiques agricoles à grande échelle? Alors, chez les jeunes agriculteurs, nos adhérents, c'est toutes les agricultures et tous les agriculteurs qu'on peut trouver en France. On a des petits, des grands, des moyens, on a tous les types de production. Donc vraiment, tout le monde est les bienvenus chez nous puisque ce qui nous intéresse, c'est le renouvellement des générations. Alors, des demandes pour modifier à grande échelle, je dirais que non. Parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut comme il veut. Donc, si effectivement, individuellement, il veut passer au bio, il peut. Il sera accompagné et ça ira dans ce sens. Si quelqu'un veut continuer à protéger ses cultures avec certaines molécules, c'est faisable aussi. Il faut surtout pas oublier qu'en France, on est contrôlé, on est suivi, on est formé pour utiliser ces types de produits. On a surtout aussi des moyens, que ce soit par l'achat en commun ou par des prestations de services, d'acheter du matériel performant qui limite les dérives et qui fait que le bon produit soit mis à la bonne dose, au bon moment, au bon endroit. C'est quelque chose dont il faut quand même être conscient que ce qu'on fait en France, c'est bien mieux que dans certains autres pays. Par contre, la question de base, c'est par rapport à la santé. Il y a une santé actuellement qu'on parle beaucoup moins dans les médias que tout ce qui est phytosanitaire. C'est la santé mentale. Il y a énormément d'agriculteurs qui malheureusement se suicident tous les ans. Parce que, agribashing, dans les médias, on est souvent dénigré, on est souvent pointé du doigt comme les mauvais élèves et les mauvais faiseurs. On a des conditions de travail qui parfois sont pas faciles. On a une rémunération qui souvent est faible à nulle. Donc, c'est pas joyeux comme milieu. Par contre, chez JA, un des rôles aussi du syndicat, donc, qui est le nôtre, c'est tout basiquement, dans les cantons, que les jeunes sortent et qu'ils arrivent à rencontrer, discuter avec les agriculteurs qui sont autour d'eux. Rien de pire que de s'installer sur une ferme, de bosser matin, midi, soir pour essayer de gagner sa croûte, mais d'oublier de lever la tête du guidon et se dire, OK, je peux parfois aller chez mon voisin, je peux un peu discuter de ce qu'il a fait, même si c'est que discuter du métier. Mais parfois, des choses qui ont été mises en place chez notre voisin peuvent fonctionner chez nous aussi. Et si le jeune ne prend pas l'effort de sortir et discuter avec la personne, il le sait pas. Donc c'est pour ça que chez JA, on a des cantons qui fonctionnent très bien et où, plusieurs fois par mois, il y a une soirée, il y a une réunion, un événement qui permet aux jeunes de sortir pour voir autre chose, pour discuter, interchanger sur ce qui va bien, ce qui va mal, ce qui a marché
puisqu'il y a aussi beaucoup d'expérimentation partout, tout le temps. Et parfois, quand on discute avec le voisin et que ça marche chez lui, ça évite de le faire chez soi, on peut tout de suite le mettre en place. Et c'est aussi, voilà, la santé mentale, je dirais, qui est pas négligée et qui est travaillée et pas oubliée de notre syndicat au travers aussi donc voilà des réunions et des échanges, voire même des formations ou des réunions spécifiques si certains de nos adhérents en éprouvent le besoin. Okay. Merci. Alors, question 5, il nous reste encore 3 minutes. Quelle est, selon votre syndicat, là, vous en avez déjà parlé d'ailleurs, la juste place des importations et exportations dans l'agriculture durable? Autrement dit, c'est quoi l'équilibre entre les circuits courts et le commerce international? On a parlé un peu, j'ai parlé un peu de tout ce qui est vraiment importation très large, mais pour remettre un peu le circuit court dans son contexte, circuit court, pour nous, ne veut pas forcément dire le maraîcher qui produit ses légumes dans son jardin, qui les vend à la ferme avec un consommateur qui vient directement chez lui. On a en Alsace un peu moins de 2 millions de consommateurs. Combien de ces 2 millions font l'effort d'aller chez un producteur acheter en direct, vont sur un marché? Très très peu. Une grosse partie de ces gens, comme vous je pense, vont à la cantine à midi, vont faire leurs courses dans les grandes surfaces et vont parfois avoir le prix spécial, vont parfois faire au plus simple. Donc toutes les productions alsaciennes ne sont pas vendues en direct sur un marché. Je prends l'exemple que je connais bien, c'est la coopérative Alsace-Lait, qui est basée à Heurt. On est 230 producteurs, principalement en Alsace, qui produisent du lait, qui est transformé à Heurt, qui après est distribué ou trouvable dans les magasins, dans les restaurants, chez les grossistes. Et ça, c'est aussi un circuit court. C'est du lait alsacien qui est à disposition des Alsaciens. Donc, faisons vraiment du local. Le local, c'est un circuit court. Il faut prendre chez nous ce qu'on dispose, faire en sorte que voilà, les produits soient, que les filières soient fortes, qu'on arrive à transformer en local ce qui est produit en local. Malheureusement, on ne fait pas de tout chez nous. Il y a des choses qu'on produit trop, des choses qu'on manque. Alors là, oui, on peut importer. Ça va de soi pour que les étals soient pleines, puisque si on vit reclus sur nous-mêmes, on peut malheureusement avoir peut-être un souci climatique et avoir une mauvaise récolte de blé. C'est pas pour autant que vous allez manquer de farine pour le pain du matin. Il nous reste 1 minute. On peut faire la première question optionnelle. Alors, concrètement, que peut faire un syndicat comme le vôtre pour soutenir une agriculture durable, puisque c'est le thématique aujourd'hui? Pour un peu synthétiser ce que j'ai dit, donc essayer de forcer auprès des politiques pour qu'ils aient une vision claire sur où ils veulent aller. Voilà, avoir, puisque je l'ai pas dit, mais l'agriculture, on est sur un pas de temps très très long. On sème peut-être une céréale au printemps, on va la récolter au bout de quelques mois, mais il y a des cultures qui sont plantées pour plusieurs années. Donc, du jour au lendemain ou d'un an sur l'autre, on n'arrivera pas à changer fondamentalement notre façon de faire. On n'a pas de temps très long. Donc, avoir une vision claire, faire en sorte que les filières se montent, qu'on arrive à proposer des productions et une vision concrète aussi en local à nos agriculteurs pour dire voilà, telle filière cherche des producteurs, c'est le cas pour le lait, c'est le cas pour d'autres, fais une recherche, fais une étude, forme-toi sur cette production pour se lancer et avoir derrière des produits pour vous consommateurs, mais aussi une filière qui rémunère le jeune. Et le dernier volet, c'est un peu ce que j'ai dit, c'est le côté ouverture d'esprit, sortir de sa ferme et échange de bonnes pratiques. Souvent, le voisin du village plus loin, il fait de très bonnes choses. Et si on ne discute pas ensemble, on n'arrive pas à savoir les bonnes idées, les bonnes pratiques de nos voisins. Super. Merci beaucoup. Merci d'avoir porté la parole de votre syndicat, les jeunes agriculteurs 67. Et du coup, on va laisser la parole à notre deuxième représentant syndical agricole. Merci à vous et à tout à l'heure peut-être. Et nous voilà donc pour notre deuxième intervention de ce créneau. Donc merci à vous d'être là, Monsieur Wagner.
Vous avez remplacé un peu au dégoûté M. Coudon. Donc voilà, vous représentez aujourd'hui la Confédération paysanne. Alors, la Confédération paysanne, donc c'est un syndicat agricole qui a été fondé en 1987, qui défend une agriculture paysanne, écologique et solidaire, en opposition à l'agriculture industrielle. Vous militez pour la souveraineté alimentaire, la protection des petites exploitations et le respect des droits des paysans et des paysannes. Vous êtes l'un des syndicats représentatifs au sein des instances agricoles françaises. Au niveau international, la Confédération paysanne est membre de Via Campesina, donc l'internationale paysanne. Aux dernières élections de la Chambre d'agriculture, vous avez obtenu 20% des suffrages exprimés. Alors, je vous préviens, au bout d'un moment, c'est pas, voilà, on commence à se répéter un petit peu dans les questions, donc ça peut être un peu embêtant pour vous. Mais voilà, donc je vais vous poser les questions dans l'ordre. Ouais, exactement. Alors, donc on commence tout de suite avec la première question. Du coup, en quelques mots, selon votre syndicat, à quoi ressemble l'agriculture durable en 2050? Elle ressemble à 1 million de paysans et de paysannes, produisant une alimentation de qualité accessible à toutes et à tous. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra atteindre la souveraineté alimentaire. D'ici 10 ans, c'est la moitié des paysans qui partira à la retraite. Actuellement, nous sommes un peu moins de 400 000 agriculteurs. Objectif de la loi d'orientation agricole, 500 000. L'objectif du syndicat majoritaire aux manettes de la politique agricole est d'atteindre moins de 200 000. Des paysans dans les campagnes, c'est du dynamisme dans les territoires ruraux, c'est reconnecter la société à la production d'alimentation, reconnecter les gens au vivant, valoriser notre métier. Si tout continue comme aujourd'hui, en 2050, la plupart des terres agricoles seront gérées directement par l'agro-industrie et il n'y aura plus d'agriculteurs et d'agricultrices. Et la question, pourquoi attendre 2050? Le modèle d'agriculture paysanne est le projet porté par la Confédération paysanne. Très bien, merci. Alors, deuxième question, du coup, comment concilier la pérennité économique des exploitations agricoles et le développement durable dont vous venez de parler? En sortant l'alimentation de la loi du marché. C'est la concurrence et le libre-échange qui fait disparaître les paysans et les paysannes, les poussant vers toujours plus de compétitivité qui empêche toute ambition de transition écologique. L'agriculture est actuellement parasitée par les prédateurs de la valeur, l'industrie agroalimentaire. Exemple Lactalis, soit en imposant des marges abusives, soit en imposant des politiques sanitaires qui découragent les paysans, ou encore en imposant des mises en concurrence déloyales entre agriculteurs. Mais également l'agrobusiness, qui pousse les agriculteurs à s'équiper avec des machines de plus en plus coûteuses, nécessitant toujours plus d'énergie pour fonctionner. La Conf travaille régulièrement avec l'atelier paysan, coopérative de construction de matériel agricole, dans l'idée de construire des équipements à moindre coût et décarbonés. La question du revenu doit être aussi centrale. La loi Egalim était une bonne chose, mais elle n'est pas appliquée. En développant l'autonomie aussi, c'est se demander avec des politiques publiques qui garantissent le revenu des paysans et paysannes, en permettant l'accès au foncier dans des conditions plus accessibles, avec une meilleure répartition de la valeur sur la chaîne et la distribution. D'accord. Merci, on a des positions très tranchées. Donc. Alors, étonnamment. Alors, question numéro 3. La stratégie nationale bas carbone prévoit une réduction de la consommation de viande de l'ordre de 20% d'ici 2050. Et il y a bien d'autres scénarios prospectifs qui vont encore plus loin. Comment est-ce que vous vivez cet objectif et comment adapter l'élevage aux changements de consommation à venir? Alors, nous sommes plutôt d'accord avec cet objectif. Nous consommons trop de viande, qui plus est importée. Si l'élevage paysan était soutenu pour produire une viande de qualité dans des élevages extensifs et respectueux de l'animal, la consommation de viande ne serait même pas un sujet. Nous sommes contre la fin de l'élevage qui, pour nous, serait catastrophique. Donc, on continue, on veut de l'élevage en termes de biodiversité et de santé des sols. Donc, on veut vraiment qu'il y ait une importance, il y a un équilibre, c'est le juste équilibre entre une baisse de consommation de viande, mais le moindre que l'on va consommer, tenir compte d'un point de vue nutrition et qualité de la viande aussi, permet aussi de maintenir les campagnes et de continuer aussi d'un point de vue social d'avoir un lien entre l'humain et l'animal. Quand on dit que l'élevage est source d'émissions de carbone, de quel élevage parle-t-on? Et pour la viande en particulier, quelles conditions de production?
L'élevage, ce n'est pas seulement de la viande. Dans les systèmes de polyculture élevage, là, pour exemple, l'élevage va être une composante de la décarbonation, en évitant notamment l'utilisation d'engrais azotés issus de pétrochimie, par exemple. Nos revendications, abattage de proximité, souveraineté alimentaire, élevage plein air, élevage de taille raisonnable. Aujourd'hui, ce n'est pas la direction que prend l'agriculture avec la cogestion FNSEA et gouvernement. Merci. Maintenant, on va parler de la santé des agriculteurs. Alors, on sait que ceux-ci sont les premiers exposés aux produits phytosanitaires, dont vous venez de parler. Y a-t-il eu des demandes de vos adhérents pour modifier des pratiques à grande échelle? Oui, la Confédération paysanne défend la sortie des pesticides. Le respect de la nature et du vivant est central dans notre projet. L'agroécologie fonctionne contrairement à ce qu'on en entend dans le discours dominant. La moitié des cancers déclarés aujourd'hui, ce sont du fait du contact avec des produits phytosanitaires. Et les chercheurs s'attendent à une explosion des cancers chez les 15-39 ans. Confère Association Cancer en colère. Le lien pesticide et cancer est aujourd'hui clairement établi. Que certains puissent tomber dans une fatalité et dire on doit continuer car on n'a pas d'autre solution pour joindre à la demande du marché est consternant. Il faut accepter des baisses de rendement et garantir des prix rémunérateurs pour les paysans et paysannes et aussi des moyens de sortir de la chimie. Voilà. Très bien. Très bien. On va un peu plus vite, donc on aura un peu de temps à la fin pour développer sur d'autres questions. Bien sûr. Donc, question numéro 5. Quelle est, selon votre syndicat, la juste place des importations et exportations dans l'agriculture durable? Autrement dit, c'est quoi l'équilibre qu'il faut trouver entre les circuits courts et le commerce international? Alors la Conf n'est pas contre le commerce international, au contraire, nous avons des liens très forts avec des pays du Sud, notamment Campesina. Nous sommes contre le libre-échange, ce qui est différent. Mais nous adaptons une souveraineté alimentaire. Pour exemple, si vous prenez les pays du Maghreb où il y a très peu d'agriculture, ils ont une souveraineté alimentaire tout en important. Donc c'est juste une question de choix politique. La France choisit de tout miser sur l'export, exporter du lait en poudre dans des pays d'Afrique, mis au développement d'une agriculture saine et durable là-bas. Ça a fait disparaître des paysans qui produisaient du lait là-bas. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. De nombreux outils économiques existent pour protéger nos paysans ici et qui pourraient être des leviers pour bloquer des prix, mettre en place des clauses de miroir ou encore des clauses de sauvegarde. La Conf milite pour des prix minimums d'entrée pour les produits importés. Alors on a fait ça ensemble hier soir, en visio. Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Du coup, on avait prévu des questions optionnelles, donc il n'y a pas de problème, on continue à avancer. Alors, concrètement, que peut faire un syndicat pour soutenir une agriculture durable? Ne pas écouter que le syndicat majoritaire. De notre côté, nous parlons aux élus dès que nous pouvons de nos fermes résilientes qui fonctionnent et aussi aller vers la société civile. Donc, associations, que ce soit environnementales ou sociétales. Donc voilà, on se dirige vraiment vers le citoyen. C'est notre objectif. D'accord. Du coup, question un peu plus technique. On va parler des nouveaux débouchés agricoles que sont, par exemple, l'agrivoltaïsme, la méthanisation, les cultures industrielles. Est-ce qu'il y a localement, en Alsace, donc enfin voilà vraiment chez nous, de plus en plus de cultures qui sont à visée non alimentaire? Est-ce que vous avez un avis sur ces nouvelles exploitations agricoles? Alors, nous sommes contre vraiment le principe de dédier des terres agricoles et nourricières à de la production d'énergie. La souveraineté alimentaire doit être la priorité. Ces principes de mettre des panneaux sur les champs, ça répond surtout à un besoin de revenus pour des agriculteurs plutôt qu'à un réel besoin d'énergie sur le territoire. Alors voilà, est-ce qu'il faut, parce que au nom du peu de revenus qu'a les agriculteurs, est-ce qu'il faut mettre des panneaux dans leurs champs? Voilà, nous on n'est pas d'accord avec ça. C'est revaloriser la production alimentaire, c'est notre premier métier. Notre métier, c'est pas de faire de l'énergie. En gros, nous voulons des panneaux sur nos hangars, mais pas sur nos hectares, sur nos champs. D'accord, c'est très clair.
Et du coup, la dernière question qu'on a préparée, est-ce que vous avez déjà observé des changements de consommation qui ont poussé des agriculteurs qui travaillent de la filière et éleveurs de la région à modifier leur culture ou leur modèle économique? Alors, il y a beaucoup d'agriculteurs qui, ces dernières années, qui sont passés en bio, qui sont en train de passer en bio. Mais il y a aussi des déconversions, malheureusement, ces dernières années. Malgré le terrifiant manque de soutien de la part des pouvoirs publics, le bio redémarre et c'est une bonne nouvelle. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont conscients des enjeux environnementaux et qui sont passés en bio, jouent le jeu de planter des haies, des arbres, revoient leur assolement et arrêtent de labourer. Donc on sent qu'il y a quand même une conversion. Après, je pense qu'il y a aussi un problème dans le monde agricole de l'image du bio qui peut être excessif, dû à l'historique, notamment de la conf, l'image de José Bové, voilà, le côté un peu babacool, bobo écolo, ça peut être une restriction. Et là, il doit y avoir, c'est pour ça qu'il faut aller vers les citoyens, vers l'ensemble des pouvoirs publics et de rechanger cette image un peu trop idéaliste et aller un peu plus dans le concret. Ça marche. Voilà. Merci. Du coup, il nous reste un petit peu de temps. Si vous voulez développer sur des questions qu'on a posées, si vous avez d'autres éléments à apporter, on a le temps. La sécurité sociale, l'alimentation, la conf est dedans quand même. On l'a dit avant, oui. C'est quand voilà. Après, bon, ce qui est des petits problèmes concrets, on a quand même vu avec les pesticides, c'est ce qu'on a vu dans les pays d'outre-mer, la chlordécone. C'est vraiment, et le souci de ces chlordécones, c'était répondre à une industrie de la banane qui a, et c'est là le problème et tout aussi dans l'international, qui a aussi, c'est paradoxal, peu en outre-mer, mais aussi dans des pays d'Afrique, affamé la population locale, puisqu'il n'y a plus de... C'est des terres qui ont été prises à la production locale. Donc il faut qu'on arrête ça. Donc à revoir aussi, est-ce qu'on doit manger autant de bananes? Très bien. Du coup, Voilà. Et ce que je dirais juste par rapport à la décarbonation et à l'élevage, c'est que l'entretien des paysages et le fait de faire repousser avec un juste équilibre de la biodiversité, l'animal a aussi, par rapport à l'image, son rôle en entretenant les paysages de faire une fixation de carbone par la suite. C'est-à-dire que les prairies, si elles sont régulièrement pâturées sans surpâturage, bien sûr, elles vont refaire de l'herbe, donc elles vont refixer du carbone. Donc l'animal, dans les proportions gardées, a son rôle dans la décarbonation. Et par contre, il est vrai que si on fait importer du maïs soja, si on fait des forts rendements, là c'est plus le cas. Et là on peut parler de problème de méthanisation. Mais si c'est dans le respect de l'agriculture, dans le respect de ce qu'a besoin d'une vache sans pousser à sa production, il y a un équilibre juste qui se fait et qui peut jouer aussi ce rôle de décarbonation. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre... Très bien. Alors maintenant, on va recevoir notre troisième intervenant, Monsieur Metz. Bonjour. Je vous en prie. Le micro est juste là, du coup, je peux vous placer en face. Merci. Voilà. Donc on accueille maintenant Monsieur Metz, qui est du coup vice-président de la FDSEA 67. Alors, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, c'est la structure locale de la FNSEA qui est plus connue. Vous êtes présent dans chaque département. Donc la FDSEA veut défendre et accompagner tous les agriculteurs, quelle que soit la taille des exploitations ou de la spécialisation agricole. Votre fédération défend une agriculture productive, compétitive et rémunératrice, inscrite dans les marchés. Vous participez activement aux négociations entre les pouvoirs publics et les filières agricoles, puisque vous avez remporté les dernières élections de la Chambre d'agriculture, avec notamment 70% des voix sur le Collège des exploitants agricoles du Maine. Alors, on va pouvoir enchaîner avec les questions qu'on a préparées. Donc, la question numéro 1, très générale. En quelques mots, M. Metz, est-ce que vous pouvez nous présenter à quoi ressemble l'agriculture durable en 2050, selon vos syndicats? D'accord, alors je vais reprendre les notes, mais
En quelques mots, pour moi, la vision de l'agriculture durable en 2050, elle sera durable si on arrive à remplir l'objectif du renouvellement de génération. Il faut savoir que d'ici 10 ans, sur l'ensemble des exploitants agricoles, la moitié vont partir à la retraite. Et donc, il y a un fort enjeu pour qu'on puisse renouveler les générations, permettre à des jeunes de s'installer, de reprendre des fermes et d'avoir un revenu décent pour en vivre, et aussi un fonctionnement de l'entreprise agricole viable et qui puisse se pérenniser dans le temps. Donc c'est un des piliers aussi de l'agriculture, du principe de la durabilité. Si on peut avoir une vision économique qui soit durable et viable pour l'exploitation, ça c'est un point. Mais on se rend compte que de plus en plus les exploitations ont une évolution dans leur forme sociétaire. Il y a de plus en plus de formes salariales dans les exploitations, parce que la main-d'œuvre familiale telle qu'on la connaissait n'est plus présente, parce que les gens préfèrent travailler dans d'autres milieux peut-être un peu plus rémunérateurs ou avec une qualité de vie différente. Et donc là aussi, sur le côté social, il faut qu'on arrive à répondre à cet objectif et à cet enjeu qui est de permettre aux agriculteurs qui s'installent, qui développent une activité, d'avoir une vie sociale et un équilibre de vie comparable avec leurs épouses, leurs amis, la famille. Parce que c'est aussi une demande de la part des jeunes qu'on rencontre et qu'on voit. De plus en plus, les jeunes aspirent à avoir la même qualité de vie que les autres. Donc, cet aspect social au niveau agricole est aussi un enjeu important qu'il faut qu'on arrive à surmonter. Et donc, ça passera par de la formation forcément, parce que gérer des salariés sur une exploitation, c'est pas dans nos habitudes. Donc, c'est un côté un peu nouveau de gestionnaire d'entreprise, avoir je peux pas dire une DRH, mais savoir travailler avec les salariés, les accompagner et puis les former. Parce qu'on a un métier qui devient de plus en plus technique, pointu, parfois compliqué, mais on a affaire à des animaux, à du végétal, mais il y a aussi de la technologie qui rentre de plus en plus dans nos fermes, par exemple, la gestion économique. Donc tout cela, il faut qu'on puisse accompagner les agriculteurs pour les former. Donc ça, c'est sur les deux points de la façon dont je vois l'agriculture un peu durable. Mais c'est aussi, et aussi, je pense que c'est important d'avoir ce troisième pilier qui est le lien avec l'environnement, la biodiversité, l'équilibre par rapport aux ressources. Et pour qu'en 2050, on ait une agriculture durable, je pense qu'il faut qu'on ait aussi une évolution et qu'on puisse utiliser les innovations techniques, technologiques pour accompagner les agriculteurs. Et je pense notamment au progrès de la génétique qui devrait nous aider à avoir plus dans les cultures que dans l'élevage en tout cas, mais avoir des cultures plus résilientes par rapport au changement climatique. On sait qu'aujourd'hui, la sélection nous permet d'avoir des espèces plus résistantes. C'est un temps long. Il faut au moins 10 ans entre le moment où la recherche démarre pour sélectionner des variétés plus résistantes et le moment où on peut les utiliser. J'espère que par l'innovation, on arrive à raccourcir ce délai et permettre aux exploitations d'être un peu mieux adaptées ou mieux préparées à ce changement climatique. Ce changement climatique, on commence à le percevoir sur nos fermes dans le Bas-Rhin et en Alsace. Par la remontée, entre guillemets, des températures ou par le réchauffement climatique, on a des insectes et des espèces qui étaient plus présentes dans le sud de la France, voire ailleurs en Europe, qui aujourd'hui migrent et on les retrouve sur nos cultures. Donc il faut aussi qu'on ait cette innovation technique qui nous permette de lutter contre les ravageurs de manière équilibrée avec l'environnement. Mais c'est un élément important parce qu'en parallèle, on le vit régulièrement, des molécules et des produits phytosanitaires nous sont interdits pour des raisons de santé publique, pour des raisons d'environnement. Donc il faut qu'on puisse pallier à cet effet et trouver d'autres solutions pour lutter contre ces problèmes. Un autre élément sur la question de l'agriculture et de la durabilité, c'est l'accès à l'eau. Utiliser l'eau pour l'abreuvement des animaux, mais utiliser l'eau en termes d'irrigation pour mener à bien les cultures, avoir une récolte de qualité et en quantité suffisante parfois pour répondre à un marché, à un débouché. Quand un maraîcher s'engage pour fournir un certain volume de légumes à un supermarché, il faut qu'il puisse honorer sa récolte et sa livraison. Donc l'accès à l'eau est quelque chose de très important et je pense qu'à l'avenir, il faut qu'on arrive à optimiser et à être plus efficient dans l'usage de l'eau. Parce que si on arrive à réduire les stress hydriques dans les sols, on arrive aussi à améliorer la fertilité des sols. Donc c'est un élément important. Et autre élément qui me semble important pour l'agriculture durable, c'est tout le lien entre l'agriculture et les énergies fossiles. Aujourd'hui, une part très très importante de l'énergie fossile est utilisée pour la traction.
mais elle est aussi utilisée pour les fertilisants, pour les engrais azotés, pour l'usage des intrants. Donc là aussi, il faut qu'on arrive à trouver d'autres solutions pour être moins dépendant par rapport à ce sujet. Et l'agriculture biologique est forcément par son concept de production une réponse. Et il y a d'autres solutions aussi sur lesquelles il faut qu'on travaille, notamment sur la présence de légumineuses dans les cultures, sur le non-labour qui permet de réduire le travail du sol, donc réduire l'usage de l'énergie du carburant, par exemple. Donc, il y a différents aspects comme ça sur lesquels il faut qu'on puisse évoluer. Et à la FNSEA, on est conscient que dans notre façon de travailler, on est, je dirais, d'une certaine manière un peu responsable de l'évolution climatique et de ce qui se passe. Mais on est aussi victime. Et je prendrai juste l'exemple de 2024. 2024, pour ceux qui s'en souviennent, il y a eu de très très fortes pluies tout au long de l'année, ici, et notamment le long du Rhin. Le long du Rhin, avec les inondations, il y a près de 3000 hectares qui ont été inondés, en prairies, en culture, en maraîchage. Non, pardon, pas 3000 hectares de prairies et 3000 hectares de culture. Donc, ça fait 6000 hectares qui ont été détruits par les inondations. Donc, quelque part, on est aussi victime de changement climatique. Et il faut qu'on puisse préparer l'agriculture à ces bouleversements, aussi bien sur des excès de température, dans l'élevage, dans les cultures, que sur des excès d'inondation. Et puis, voilà, donc c'est un peu ce que je veux dire pour la... Pour la première question, on a passé un peu plus de temps que... Ouais, je sais. Non, mais il n'y a pas de souci. Pas de problème. Alors du coup, question 2. Du coup, comment concilier la pérennité économique des exploitations agricoles et le développement durable? Ouais, vaste sujet. Mais je pense que ce qui est important, de mon point de vue en tout cas, c'est qu'on arrive à donner des perspectives aux agriculteurs. Aujourd'hui, quand on parle de pérennité économique, d'une entreprise ou d'une ferme qui est vivable dans le temps et qui permet de créer de la richesse, de faire vivre l'agriculteur, pour ça, il faut qu'il y ait une forme de stabilité, une stabilité politique, stabilité sur la réglementation. On ne peut pas tous les ans avoir des réglementations qui changent, des règles sociales, des règles environnementales. Il faut que l'agriculteur il ait une vision sur le long terme. Et c'est pour ça que, à mon avis, il faut qu'on ait une forme de planification sur l'agriculture. Ce qu'on a perdu à tous les niveaux, au niveau national, au niveau européen. Et je pense qu'il faut qu'on puisse donner un cap à l'agriculture, parce qu'une fois que l'agriculteur a une vision sur 5-10 ans, il peut se dire, je me projette dans une production tabac, je fais du poulet plein air, je me lance dans l'agriculture biologique, parce que je sais que derrière, c'est rémunérateur. Je sais que derrière, j'ai une vision sur les prix, sur la réglementation. Et donc, je peux investir. Je peux investir du matériel, je peux embaucher un salarié. Donc, c'est un peu ça qui manque aujourd'hui, cette vision, cette visibilité sur les 5-10 ans qui viennent. Donc, ça, c'est un point. Et puis, en termes de lien entre ce que vous disiez, je prendrai juste l'exemple des exploitations laitières. Dans la région Grand Est, sur les 5 dernières années, 600 fermes laitières ont fait le pari de partir dans une démarche bas carbone par un diagnostic qui s'appelle CAP 2ER. L'objectif était de voir sur tous les points de fonctionnement de la ferme laitière quels sont les éléments ou quels sont les points qu'on peut faire varier pour réduire l'émission de gaz à effet de serre. Alors ça peut être l'alimentation, voir quelle est la ration qui est donnée aux vaches, quelle est la base de l'alimentation. Ça peut être la gestion des effluents. Est-ce que les zones de fumier, les zones où sont stockés les lisiers, est-ce qu'elles sont couvertes pour récupérer le méthane ou pas? Ça peut aller même plus loin vers de la méthanisation, la gestion du pâturage. Enfin, tous les éléments qui concourent au fonctionnement de la ferme laitière ont été étudiés pour voir comment on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est là où ça peut être intéressant parce que c'est à la fois une économie pour l'agriculteur sur certains points, mais aussi une réponse à la question du développement durable, donc réduire son impact sur le réchauffement climatique. Très bien, merci. Du coup, on reste sur les thématiques d'élevage. Oui. Donc, la stratégie nationale bas carbone prévoit une réduction de la consommation de viande de l'ordre de 20% d'ici à 2050. Il y a d'autres scénarios qui vont plus loin encore. Comment est-ce que vous vivez cet objectif en tant que syndicat et comment adapter l'élevage aux changements de consommation qui sont à venir? Okay, alors, clairement, là, je parle pas au nom du syndicat, mais au nom de mes collègues. Et je le vis mal. Je le vis très mal, cette proposition du SNBC, parce que
L'élevage sur le territoire en France et sur le territoire alsacien, dans le Bas-Rhin, c'est vraiment un élevage de qualité. Et je vous invite à rentrer dans les fermes pour voir comment les gens travaillent avec leurs animaux et prennent soin de leurs animaux. C'est des élevages où il y a de l'herbe, il y a du maïs en silage, oui, c'est vrai. Il y a de l'herbe. Les agriculteurs font des efforts pour transformer la ration, justement, on cultive du métail, mélange des protéines. Il y a une vraie démarche qui est faite. Et puis surtout, c'est de la viande qui est valorisée localement. Et je pense que c'est justement là un atout important parce que les élevages occupent le territoire, mais le façonnent et l'entretiennent aussi. Et c'est un point qui me semble important si on parle de stockage de carbone, de démarche durable. Il n'y a pas mieux que l'herbe pour stocker du carbone. Mais pour entretenir l'herbe, il faut des ruminants. Donc c'est aussi là l'intérêt, je pense, important. Et c'est ce qui me désole un peu dans cette démarche, même si je peux comprendre le raisonnement scientifique sur le sujet. Aujourd'hui, la consommation de viande est en baisse, mais surtout, on importe près de 25% de la viande bovine en France. Ça veut dire que c'est une proportion importante de viande qu'on mange et qui n'est pas issue du marché français. Et c'est de la viande qui est issue de la déforestation. C'est de la viande qui est alimentée, 25% de la viande bovine qui est alimentée avec des OGM qui sont interdits en France. Enfin, c'est une viande qui est produite sur des règles que nous, on n'a plus le droit de faire ou qu'on ne veut pas faire. Et donc là, il y a une vraie distorsion de concurrence. Et le pire, c'est que ça entraîne une décapitalisation. C'est-à-dire que les éleveurs aujourd'hui commencent parce qu'il y a une baisse de la consommation, commencent à vendre leurs cheptels, vendre leurs animaux. Si demain, on n'a plus la filière, si demain, on ferme les abattoirs, ce sera très difficile de reconquérir le marché et de réalimenter nationalement avec de la viande française notre population. Donc, plutôt que de demander, enfin, si je me souviens de la question, c'est plutôt que de demander aux élevages comment s'adapter face à la consommation, moi je préférerais vous demander comment le consommateur il peut s'adapter et comment le consommateur doit s'adapter pour préserver l'élevage français, parce que c'est un élevage de qualité. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion sur ce sujet, plutôt que de dénigrer, critiquer l'élevage, voir plutôt comment on peut soutenir l'élevage français avec les critères de qualité et les critères de consommation qui leur sont donnés. D'accord. Et puis juste un point, dans cette optique de bas carbone, d'agriculture durable, si demain on réduit l'élevage, on sait aussi qu'on perd une partie de la fertilisation pour nos sols. Donc il faut bien se poser la question, si on veut plus d'engrais azotés issus du pétrole, si on veut fertiliser nos sols, comment on fait si on n'a plus d'élevage? Donc il faut trouver l'équilibre, je ne dis pas que c'est ça, mais il faut trouver l'équilibre et préserver l'élevage, parce que non seulement ça nourrit la population, ça préserve la biodiversité par le biais de l'herbe, mais ça fertilise nos sols. Donc c'est vraiment des sujets à prendre dans la globalité, et pas juste dire je veux plus de viande parce que ça émet des gaz à effet de serre, et ça émet du méthane et ça pollue. Il faut avoir une réflexion plus globale, je pense. D'accord. Vous avez déjà répondu un petit peu à la question 5, donc on peut passer du temps sur la 4. Il nous reste 1 minute et demie. On va parler de la santé des agriculteurs. Alors on sait que c'est les personnes des premiers exposés aux dangers des produits phytosanitaires. Est-ce qu'il y a parmi vos affiliés des demandes pour modifier les pratiques agricoles à grande échelle concernant les produits phytosanitaires? Alors des demandes, il y en a ponctuellement parce que les agriculteurs ils ont au début le prisme de la rentabilité, de l'économie, et donc très souvent les produits phyto ce sont des produits qui coûtent cher. Donc la première approche c'est de se dire comment je peux faire des économies. Après il y a la question santé aussi, mais ça émane plus des organisations professionnelles, et là je pense notamment à la mutualité sociale agricole ou à la caisse d'assurance accident agricole. Je prendrai juste l'exemple de la MSA, la mutualité sociale agricole. Elle a mis en place une étude qui s'appelle Agrican, et je vous invite à prendre connaissance de cette étude, qui étudie l'évolution des maladies professionnelles agricoles et qui les compare aux maladies professionnelles dans d'autres secteurs d'activité. Ce qui en ressort, c'est que, notamment pour les cancers, parce que c'est très vite le lien entre cancer et produits phytosanitaires, sur cette étude, il a été montré que dans la population agricole, il y a 6 formes de cancer qui sont plus présentes que dans les autres secteurs professionnels. Mais à l'inverse, il y a 14 formes de cancer qui sont moins présents chez les agriculteurs que dans les autres secteurs professionnels. Donc,
Voilà, c'est des chiffres, ce sont des données. Moi, je suis pas spécialiste, mais on voit bien que la profession s'empare du sujet. Et la MSA a mis en place un réseau qui s'appelle Fit Attitude, qui collecte toutes les données de maladies professionnelles et qui travaille en collaboration avec l'ANSES au moment où les réhomologations de produits phytosanitaires se font, pour voir s'il y a une corrélation entre maladies professionnelles et produits phytosanitaires qui demandent une réhomologation. Donc on voit bien que la profession est consciente des enjeux, s'intéresse à la question. D'accord. Et puis la caisse d'accidents agricoles, elle, son rôle c'est de la prévention, de la formation. Et donc dans cette optique-là, elle finance tous les EPI, les équipements de protection individuelle qu'un utilisateur, un agriculteur peut avoir besoin dans son parcours professionnel. Très bien. Ben, merci Alors, pour je sais vos... pas si on a- on est au bout. On est au bout. On est au bout. Voilà, et du coup, ben voilà, il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer pour répondre aux mêmes questions. Et vous êtes les bienvenus, bien sûr pour rester ici puis interagir avec le public. Alors en dehors du créneau, à la suite de l'événement. D'accord. Merci encore beaucoup pour votre venue. Il fait chaud dans cette pièce, ouais, vous êtes mieux dans le couloir. Ouais. Désolé. Voilà, donc on accueille maintenant Monsieur Paul Fritsch, qui est président de la coordination rurale 67. Alors, la coordination rurale 67, c'est un syndicat agricole qui a été créé en 92. Vous prenez la sortie de l'Organisation mondiale du commerce et l'interdiction de spéculer sur la nourriture. Vous demandez la TVA sociale et les prix planchers pour les produits agricoles français. Vous critiquez les aides conditionnées. Vous prenez une régulation des marchés agricoles par les prix. Vous êtes l'un des syndicats représentatifs dans les élections professionnelles agricoles et vous êtes un syndicat de premier plan. Alors, on va pouvoir passer aux questions tout de suite. Alors, On va peut-être me présenter. Parce que je suis le troisième à intervenir, alors que nous sommes le deuxième syndicat. Quand je vois la FNSA et les JA, nous sommes le premier syndicat, puisque la FNSA et JA se cumulent, mais dès qu'ils sont dehors, ils sont deux syndicats, alors qu'aux élections chambres, c'est un syndicat. Donc si on divise ces deux syndicats, nous sommes le premier syndicat, avec plus de 32% aux élections chambres d'agriculture en France. d'accord. Mais là, j'interviens en troisième. Donc vous avez tout bien... On a tout tiré au hasard. Alors, du coup, première question. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots à quoi ressemble l'agriculture durable en 2050, selon votre syndicat? Alors déjà, à la coordination rurale, ça fait depuis 92 qu'on nous dit l'exception agriculturelle. Comme la culture a eu l'exception, lorsque 92, on a inventé cette fameuse PAC, et on nous a intégrés dans un marché mondialisé, financiarisé, alors que l'agriculture, c'est la nourriture. La nourriture n'a pas à être vendue et sacrifiée comme les voitures, le charbon, etc. La nourriture, pour nous tous et toutes, vous l'avez bien vu avec le Covid, la nourriture est essentielle. Et parce qu'elle est essentielle, il faut cette souveraineté alimentaire. Il faut que la France se nourrisse elle-même. Il faut que chaque pays se nourrisse soi-même. Ça sert à quoi que nous, si on a des surplus en céréales ou autres, on l'envoie en Afrique, on leur tue leur marché. Là-bas, ils sont capables de faire aussi. Donc, il faut pas pareil que nous. Mais il faut autrement et aussi bien que nous. Voilà. Donc, moi, l'agriculture, moi, je la vois, on va parler de décarbonation, moi, je la vois décarbonée, hein. Décarbonée, avant, j'étais à la réunion d'avant, quand j'entends la FNSA prôner l'export, pour exporter, il faut être moins cher. Est-ce que nous avons le moyen d'être moins cher? Non. Vous avez des coûts sociaux. On avait des contraintes environnementales. Nous ne sommes pas contre les normes. Mais on ne peut pas laisser rentrer les produits qui n'ont pas nos normes, nous sacrifier et nous tuer. Voilà. D'accord. Merci. Donc, deuxième question. On est déjà dans la pérennité économique. Alors, comment concilier la pérennité économique des exploitations agricoles et le développement durable? Comment est-ce que ça se concilie tout ça? Alors tout d'abord, une exploitation agricole, il faut qu'elle soit, pour pouvoir exister, il faut qu'elle soit viable. Il faut qu'elle soit aussi vivable, c'est ce qu'on avait dit avant, il faut que l'agriculteur puisse vivre comme vous tous. Il faut qu'on pouvoir prendre des vacances, pouvoir aller au restaurant, etc. Enfin, aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui il fait beau, normalement, un agriculteur normal, il est dehors dans les champs aujourd'hui. Je me prends le temps pour venir vous voir, vous rencontrer, pour vous dire que l'agriculture va mal. Il faut absolument qu'on sauve cette agriculture. On est en train d'être sacrifié.
von der Leyen veut vendre ses voitures, on signe le Mercosur. On n'a pas besoin de la viande de là-bas. Nous avons notre viande ici. Merci. On parle de viande justement. Stratégie nationale bas carbone, donc la stratégie française, prévoit une réduction de la consommation de viande de l'ordre de 20% d'ici à 2050. Il y en a d'autres qui vont plus loin encore. Comment est-ce que vous, en tant que syndicat ou en tant que personne d'ailleurs, comment est-ce que vous vivez cet objectif et comment adapter du coup nos élevages à ces changements de consommation qui sont devant nous? Nous, on a toujours dit à la coordination rurale que l'élevage doit être mis là où il y a de l'herbe. Ici, en Alsace, dans le Bas-Rhin, l'élevage est en pleine. Il y a des animaux qui ne sortent jamais. Alors qu'on a les Vosges, les collines sous-vosgiennes, où on a de l'élevage. Vaut mieux avoir du lait qui vient de vaches qui boutent de l'herbe. C'est mon avis. Décarboner, nous, par exemple, nous, sur notre ferme, ça fait longtemps qu'on a réintroduit les légumineuses. On fait de la luzerne. On a une convention avec le lycée agricole d'Auvernay, à qui on fournit tout ce qui est luzerne, les protéines. Au lieu d'acheter du soja OGM, etc., nous, on leur fournit la luzerne pour mettre dans l'alimentation de la ration. Et la luzerne, en même temps, capte l'azote de l'air. C'est une légumineuse, hein. Ça, vous savez tous que la légumineuse sait capter l'azote de l'air. Et donc, 3-4 ans après, on retourne les terres, on remet d'autres cultures. Nous, on a toujours, depuis que j'ai 47 ans de métier, on a toujours fait la polyculture et on s'associe avec l'élevage à travers des conventions qu'on a avec Luis Agricole ou avec d'autres éleveurs. D'accord. Alors, on va parler un petit peu de la santé des agriculteurs, sujet qui vous concerne en tant que syndicat. Ouais. C'est eux qui sont les premiers exposés aux produits phytosanitaires. Est-ce qu'il y a des demandes, ou est-ce qu'il y a eu des demandes par le passé, parmi vos adhérents, de gens qui voudraient modifier des pratiques à grande échelle? On a tous déjà commencé à modifier nos pratiques. La transition écologique agricole, je pense qu'on est en plein dedans là. Et par la force des choses aussi, la PAC, il faut qu'avant il y avait la monoculture de maïs, maintenant la PAC nous oblige d'avoir 75% d'une culture majoritaire, puis des autres cultures. Donc la force des choses, on nous incite et on nous oblige à changer. Mais je trouve que c'est une bonne chose. Hein. Et je sais pas, j'ai l'impression que les agriculteurs, on n'a pas, la FNSEA, je trouve que depuis que moi je suis agriculteur, a toujours eu dans son idée de séparer le citoyen de l'agriculteur. L'agriculteur, il pense que le citoyen ne veut pas nous rémunérer. Le citoyen normal, il veut que l'agriculteur puisse vivre de son métier. Et les sondages le prouvent. Hein. De l'autre côté, les citoyens, ils disent « Ah, voilà, le paysan, il vient encore avec son fent, là, avec 2 gyrophares, celui-là, il a plein de pognon. » Alors que non. Il va à la banque, fait son emprunt, travaille pour rembourser son emprunt, et c'est tout. Et ce que moi, je reproche, c'est que depuis 92, la PAC, le citoyen n'a jamais payé la moitié pour ce qu'il achète. Il a toujours payé pareil, sinon plus. Mais nous, agriculteurs, on a touché la moitié en 92, parce qu'on nous a mondialisés. Et l'autre moitié, c'est compensé par cette prime que tout le monde dit, c'est une prime PAC. C'est pas une prime, c'est une compensation. C'est comme si moi, je prenais votre salaire, je le divisais par 2, une moitié qui est sûre et l'autre moitié qui est cette fameuse prime. Mais pour avoir cette prime, il faut que vous respectiez tant et tant de normes. Pas de problème pour nous, on respecte les normes. Mais les produits qui rentrent, il faut qu'ils aient les mêmes normes que nous. Alors le commerce, on me dit, oui, mais Paul, toi, vous n'habitez pas sur une île, vous voulez plus d'échanges. Si, depuis que l'homme est homme, il a toujours échangé. Mais échangé sur la base équitable. Ce qu'on n'a pas, on demande. Mais là, on apporte des choses qu'on a ici. Et on nous casse les marchés. Mais comme nous le faisons aussi en Afrique, on leur casse les marchés. Il faut la souveraineté alimentaire. Et là, vous voyez la différence entre nous et mes collègues FNSEA. Eux, ils disent sécurité alimentaire. Est-ce que vous voyez la différence? Elle est subtile. Eux, ils veulent que chacun puisse manger à sa faim, comme nous aussi. Mais nous, on rajoute souveraineté, manger à sa faim avec des produits locaux. Et pour décarboner, moins de camions sur les routes. Nous avons milité avec Alsace Nature, avec les écolos.
contre le GCO parce que philosophiquement, le GCO, c'est pas qu'une perte de terre. C'est les faciliter le va-et-vient des produits. Est-ce qu'on a besoin des tomates d'Espagne? Est-ce qu'on a besoin des œufs de Hollande? Au fipronil, en plus, nous pouvons produire tout ça ici, sur place. Donc, il faut arrêter ces va-et-vient. C'est décarboner. Les camions, les cargos, les 100 000 tonnes de sucre, les 190 000 tonnes de viande du Mercosur. On n'a pas besoin de tout ça. Et si on supprime les vaches ici, vous croyez qu'elles vont péter moins, roter moins en Argentine? On vit sur le même monde. Donc la pollution, c'est exactement pareil. Par contre, on peut manger bien moins de viande. Manger de la viande une fois par semaine ou une fois par mois, mais de la bonne viande de chez nous. Pas aux hormones. Et voilà, la décarbonation, elle va se faire toute seule. Elle est en route. C'est des choix politiques. Il faut politiquement maintenant la souveraineté alimentaire. L'échange doit être équitable. Ne plus laisser rentrer des produits qui ne sont pas nos normes. Les normes sociales, le coût de production en Ukraine, c'est pas pareil que chez nous. En plus, l'Ukraine n'est même pas en Europe. Les mêmes normes sanitaires et économiques. Ça, c'est primordial pour moi, j'ai 47 ans de métier. J'ai toujours eu une année en fonds de roulement d'avance. En ce moment, j'ai accumulé mes factures. Je prends un chèque et je paye la facture qui est sous la pile. Vous trouvez ça normal? 68 ans. J'ai eu 68 ans hier. Vous trouvez ça normal? Un agriculteur qui ne peut pas vivre de son métier, à qui on dit il faut produire plus. La loi du plomb, Ménoville. Maintenant, on dit plus Ménoville, on dit plus que du plomb, mais les deux, c'est pareil. C'est des agriculteurs, des paysans, des exploitants agricoles, et FNSEA, devenus sénateurs, pour produire encore plus. Nous ne voulons pas produire plus. Nous voulons produire mieux et être payés pour ce faire. C'est tout. Non, merci. La question suivante, vous avez déjà partiellement abordé ces questions-là. C'est la question de la juste place des importations et exportations dans une agriculture durable. Enfin, quel équilibre est-ce qu'on essaye de trouver entre les circuits courts et le commerce international? Le circuit court, c'est ce qu'il faut. Nous, ici en Alsace, on a la population sur place. Hein. Donc, il faut essayer de vendre en direct. Tu ne peux pas faire la même chose en Meuse ou dans les Vosges. Ici, on a la population sur place. Il faut utiliser cette chance de vendre en direct. Moi, depuis 1976, je suis sorti du lycée agricole d'Aubernais. Depuis 1976, je vends mes pommes de terre au lycée agricole d'Aubernais. Depuis 1976. Jamais on a discuté un prix. Ce qu'ils veulent, c'est être livré et de la bonne qualité. Et ça marche. Et je vois maintenant, je suis en train le samedi matin, je fais ma tournée en pommes de terre. Vallée de Billet, Vallée de la Bruche. Tout le monde me dit, TF1 a dit, les pommes de terre, c'est 15 centimes. Pour eux, c'est trop cher, il y a trop de pommes de terre. Je dis, écoutez, moi, mes pommes de terre, c'est 60 centimes, c'est pas cher. C'est les bonnes pommes de terre, c'est les pommes de terre que je vous amène chez vous. Et vous avez toujours été contents. Et les gens me payent. Vous êtes capable de comprendre quand vous explique. Mais la profession agricole n'explique pas. La profession agricole, elle a intérêt à ce que le citoyen et l'agriculteur soient séparés. Parce que finalement, les deux sont fumés. Et ce qu'ils disent pas, ces gens-là, c'est que l'industrie agroalimentaire, c'est dans les mains à 60% de la profession agricole. 60% de l'industrie agroalimentaire est dans les mains de la profession agricole, entre autres, le groupe Avril, président par M. Arnaud Rousseau. Vous voyez, c'est incroyable. Ces gens tiennent un discours, mais il faut exactement le contraire. Alors, je suis un colibri de Jean Covici. Hein. Si vous étiez tellement tranquille avant, tellement... Je vous fais un peu... Ouais, bah c'est très bien. C'est très bien, merci. Alors, la question suivante, c'est alors, que fait votre syndicat pour soutenir concrètement l'agriculture durable? Concrètement, comment est-ce que ça se traduit? Alors déjà, la première chose que vous devez savoir, c'est que notre présidente, c'est une petite femme du Finistère, elle est éleveuse en bio. Et nous avons beaucoup de bio. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du bio, il faut que tous les types d'agriculture. Mais le bio, c'est l'idéal.
Ce serait l'idéal, le bio. Déjà l'idéal parce qu'on réduit la quantité produite. Mais si on réduit la quantité produite, il faut contrôler les frontières, ne pas laisser rentrer ce qui manque. Et nous, à Coordination Rurale, on a toujours dit, on ne peut plus continuer comme ça. Les engrais de synthèse, c'est une catastrophe. C'est pour ça que moi, j'ai essayé de remplacer l'azote par ma luzerne. Ça fait 40 ans que je investis dans des bacs où je récupère tout ce qui est fumier des chlordécès, qui avant ne savaient pas quoi faire. Moi, je prends tout ce fumier, je mets dans mes champs, j'augmente mon taux de carbone, parce que je ne sais pas si vous avez parlé de la loi du truc de 4 pour 1000 là, pour le carbone. L'agricultrice serait capable de stocker tout le carbone qui est émis en France et mettre dans le sol. Mais pour ce faire, il faut nous aider à incorporer tout ce qui est fumier, à incorporer tout ce qui est matière organique. Par le labour, nous, à la Coordination Rurale, nous avons le NLSD. C'est pas quelque chose à fumer, c'est le no-labour semi-direct. Donc plus labouré. Parce que les gros tracteurs, les gros fennes, là, avec des gyrophares, ceux qui labourent à 30 cm de profondeur, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la vie au-dessus, en hiver, ça crève, et l'autre en bas. Tout ce qui est en bas. Il faut dégager le carbone par le gaz carbonique. L'agriculture stocke le carbone par le maïs, par les plantes, par la photosynthèse. Nous sommes la solution, l'agriculture. Nous ne sommes pas un problème, nous sommes la solution. Encore faut-il nous laisser la chance de le faire et pas nous tuer. Là, vous êtes en train de nous tuer. Là on est en survie. Et tout ce qui dit survie, c'est le début de la mort. Eh ben merci. On arrive au bout de l'intervention. Donc on va appeler les autres intervenants à venir nous voir. J'ai pris une chambre d'agriculture et c'est très rare qu'on m'applaudisse. D'habitude, on me coupe le micro. Alors, très heureux d'avoir été devant vous. Voilà. Alors, déjà, je voulais vous remercier vous d'être venus aussi nombreux à ce créneau et bien sûr vous quatre pour vos interventions. Alors on a vu évidemment quatre syndicats qui sont très différents, qui s'expriment différemment, ont des thématiques différentes. C'était, j'espère pour vous, un créneau qui était très intéressant. L'idée de ce format, c'est que vous facilitiez vous-même. Enfin voilà, l'idée c'est je ne prends pas pour des cons, vous expliquez ce qu'il faut penser. C'est vous qui vous faites votre opinion. Et j'espère que ça a été intéressant. On peut encore applaudir tous nos intervenants.